Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour parler du harcèlement avec de nombreux intervenants. On aura aujourd'hui d'abord ma chère co-animatrice Bettina. Bonjour Bettina. Bonjour à tous. On aura comme intervenant Delphine Cochin, qui est psychologue, Mélodie et Martine Maffly, qui nous donneront une chronique sur des objets culturels autour du harcèlement. Et puis Sarah, qui anime l'émission C'est clair, Trust Me, l'explication de chansons en anglais. Eh ben, elle vient nous le faire en public pour cet après-midi avec l'explication d'une chanson en anglais sur le harcèlement. C'est une chanson de Taylor Swift qui a elle-même, je crois, mais on en saura peut-être plus dans la chronique, subi du harcèlement étant jeune. Et puis, on aura le témoignage d'une maman de manière assez indirecte puisque c'est quelqu'un qui a eu un entretien avec une maman et sa fille, la fille ayant subi du harcèlement il y a quelque temps. Donc Céline viendra nous parler de ce duo. On aura encore l'occasion d'entendre Delphine Cochin sur le sujet de comment sortir du harcèlement. Ensuite, on entendra deux jeunes qui ont fait un mandat de 2 ans dans le conseil municipal junior et qui se sont investis dans ce projet des web-séries. Après quoi, je vous partagerai moi-même le projet d'un podcast. Surprise. Et puis, surprise. Et puis on terminera avec l'intervention de Michael Fournier, qui est capitaine de police. Et puis après, on laissera quand même la place à nos intervenants, en particulier Delphine Cochin, psychologue, et puis Michael Fournier pour un peu nous faire le bilan de ce qu'ils auront entendu, ce qui se sera dit. On va commencer tout de suite quand même en disant bonjour à Delphine Cochin, psychologue à Audincourt. Bonjour Delphine. Et puis Michael Fournier, capitaine de police à Montbéliard. Bonjour. Juste votre rôle à Montbéliard, c'est vice-adjoint au chef de la sûreté urbaine de la circonscription interdépartementale de la sécurité publique Montbéliard et Héricourt. On se demande pourquoi c'est pas moi qui ai dit l'intitulé de poste. Ça aurait été plus simple. Juste un petit mot, Michael Fournier, sur le cyberharcèlement, peut-être la définition. Disons que le harcèlement, effectivement, on le retrouve au niveau des voies numériques électroniques. Après, la définition, elle est la même, qu'il soit harcèlement de rue, moral, sexiste et autres. Et après, en fait, au niveau du cyberharcèlement, c'est une aggravation du harcèlement au sens générique. D'accord. Donc voilà. C'est plus grave d'harceler sur le web parce que ça a plus d'amplitude. C'est ça. Il y a plus effectivement un effet qui va se multiplier via les réseaux sociaux notamment. Bon, c'est une grosse problématique aujourd'hui, ça c'est certain, avec les jeunes qui sont nombreux utilisateurs des réseaux. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de définition particulière pour le harcèlement sur le web. Delphine Cochin, la plus grosse question de l'après-midi, qu'est-ce que le harcèlement ? Alors, qu'est-ce que le harcèlement scolaire ? J'ai passé en revue un certain nombre de définitions et je vais vous donner celle qui m'a semblé la plus pertinente. C'est celle qui a été donnée par le docteur Nicole Catlin, pédopsychiatre, et qui écrit la chose suivante. Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de manière répétée et à long terme à des comportements intentionnellement agressifs visant à lui porter préjudice, à le blesser, le mettre en difficulté et établir une relation dominant-dominé de la part d'un ou plusieurs élèves. Alors, vous aurez sans doute remarqué que la notion la plus importante dans cette définition, c'est la relation de dominant-dominé. C'est toujours ça qui régit les comportements de harcèlement. En ce qui concerne les chiffres, on a différentes enquêtes de victimation qui sont faites apparemment tous les 2 ans. Et on a aussi un dernier rapport du Sénat qui a été publié en septembre dernier. On voit dans ces différentes références que le harcèlement ne baisse pas depuis 2011, soit depuis le début des campagnes visant à essayer de le circonscrire et de faire de la prévention. Et on voit aussi que le cyberharcèlement est en augmentation. En gros, il est démontré qu'à peu près 1 élève sur 10 serait harcelé, ce qui, de l'avis de tous les chercheurs et des cliniciens, est largement sous-évalué, puisqu'une autre enquête démontre que 48% des enfants qui ont été harcelés n'en parlent jamais. Donc vous voyez que ça touche beaucoup de monde. Alors, comment ça se passe le harcèlement ? Alors, on a tous une petite idée. En général, c'est des insultes. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que maintenant, au collège, le terme victime est devenu une insulte en soi. Il y a des dénigrements, il y a des mises à l'écart, il y a des bousculades. C'est quoi ? C'est fais pas ta victime ou Ouais, il y a ça où t'es une victime. Traiter les autres de victimes, t'es faible, t'es faible et du coup, on va pouvoir te harceler sur cette base-là. On peut retrouver des coups. Alors, en général, c'est pas des coups qui laissent des marques, c'est pas des enfants qui vont arriver avec un œil au beurre noir ou des choses très marquantes comme ça. Bon, ça peut arriver bien sûr, mais c'est assez marginal. En général, c'est des choses qui vont sembler plus anodines, mais qui le sont pas de manière
manière répétée, mais c'est des petites claques derrière la tête, des croche-pieds ou des choses comme ça. Donc il faut être vigilant à ces choses-là. Est-ce que vous pensez que les harceleurs ont conscience de faire du harcèlement? Ah bah oui, complètement. Comme le dit la définition, c'est parfaitement intentionnel. Le but, c'est vraiment de blesser et de faire mal. C'est pas comme ils s'en défendent souvent, parce qu'ils disent souvent quand on les interpelle, ah mais c'était pour rigoler, t'as pas d'humour. Évidemment, c'est pas ça. Ce qu'il faut à tout prix éviter pour les élèves, et ça c'est important de leur dire, c'est que il ne faut, dans la mesure du possible, ne laisser aucune insulte, aucune bousculade sans réponse. Parce que le harcèlement est toujours précédé d'une phase de test. C'est-à-dire que le harceleur va repérer une victime potentielle qui lui semble un peu vulnérable et va lancer une insulte comme ça pour voir comment elle va réagir. Et s'il n'y a pas de réaction, ou s'il y a une réaction disproportionnée de type pleurs ou cris, ça va encourager à répéter ça. Et là, on risque d'entrer dans une véritable problématique de harcèlement. Tandis que si l'élève répond et a l'air de savoir se défendre, le harceleur va passer son chemin, il va trouver une autre victime. Alors ça se passe où, le harcèlement? Alors ça se passe dans tous les milieux sociaux, dans tous les établissements scolaires sans exception, et ça se passe même dans les crèches. On le voit chez les 2-3 ans, on voit des comportements qui peuvent s'apparenter au harcèlement. Ah déjà? Oui, on est obligé d'intervenir des fois sur des situations comme ça où les professionnels sont désemparés. Donc ça commence très très tôt. C'est signalé par les professionnels? Oui, en général, c'est des équipes qui font appel à nous parce qu'ils savent plus quoi faire. Ils ont essayé différentes solutions, ça marche pas. Donc à un moment donné, il faut essayer de trouver autre chose. Donc on fait appel à un psychologue ou à une équipe de psychologues pour réfléchir à des solutions qui seraient plus adaptées et plus efficaces. Juste, je fais une parenthèse. Je rappelle à nos auditeurs qui n'ont pas suivi depuis le début que vous êtes psychologue. Oui. Et vous avez un cabinet à Audincourt? Oui, j'ai un cabinet à Audincourt. Oui. Est-ce que vous avez observé une montée du harcèlement? Alors oui, parce que je fais pas de statistiques, mais c'est vrai que moi personnellement, je reçois quand même de plus en plus d'enfants qui sont dans ces situations-là. Ouais. Est-ce qu'on en parle de plus en plus et que c'est la raison de la montée, ou est-ce qu'il y en a de plus en plus? C'est difficile à dire. En tout cas, les gens consultent de plus en plus, ce qui est, à la fois rassurant et inquiétant, parce que ça veut dire que les protocoles qui sont mis en place par l'éducation nationale ont échoué dans la plupart des cas. Donc c'est pour ça que nous, les gens arrivent chez nous parce que le protocole préconisé par l'éducation nationale a échoué. Je dis pas qu'il échoue systématiquement, mais les gens qui viennent nous consulter, c'est parce que ça a échoué au niveau de la prise en charge au niveau de l'école. Ça se passe essentiellement au collège, mais malgré certaines enquêtes montrent le contraire, parce que ce qui se passe, c'est que les enfants de primaire ont encore une grande confiance aux adultes, donc vont beaucoup plus facilement en parler. Du coup, les chiffres concernant l'école primaire sont en général augmentés de cette façon-là, donc il y a un biais dans ces enquêtes. Mais quand même, très majoritairement, ça se passe au collège, surtout en 6e, mais aussi quand même en 5e et en 4e, mais essentiellement en 6e. Dans la cour de récréation, ça peut être dans les couloirs, ça peut être à la cantine, des saccages de repas, ça peut être en classe, comme je le disais, ça peut prendre la forme de jets, de bouts de gomme ou de petits papiers, de commentaires lorsque l'élève harcelé prend la parole, par exemple. Ça peut arriver aussi aux abords de l'établissement, lors des temps de trajet dans le bus, et aussi sur Internet, on en a parlé. Alors, en ce qui concerne le profil des différents protagonistes, donc le harcelé, ça peut être absolument n'importe qui, parce que souvent on entend dire que c'est des enfants qui sont porteurs de différences, par exemple qui sont en surpoids, ou qui sont trop maigres, ou qui sont roux, ou qui portent des lunettes, ou qui sont porteurs d'un handicap. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, mais ça peut être vraiment n'importe qui parce que ça se noue sur la base d'une vulnérabilité perçue. Et ça peut être soit parce que un enfant a été surprotégé par ses parents. Alors encore une fois, je pointe pas du doigt les parents, mais un enfant qui a été surprotégé va être angoissé et du coup va être beaucoup plus facilement repérable et beaucoup plus facilement proie au harcèlement. Mais ça peut aussi être à la faveur d'une vulnérabilité ponctuelle, comme un deuil dans la famille, une séparation parentale, une maladie, ça peut être plein de choses qui vulnérabilisent un enfant comme ça. En fait, c'est l'exploitation de la faiblesse, quelle qu'elle soit. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et en ce qui concerne le profil du harceleur, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas intégré la question de la loi, la question de la limite, qui n'a pas. Il y a toujours un défaut d'éducation à la base de ça, pardon de le dire, mais c'est quand même ça. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est les harceleurs, c'est aussi des enfants qui sont en souffrance, parce qu'à la base, il y a ce qu'on appelle une faille narcissique, il y a une blessure que l'enfant va essayer de masquer, justement en la projetant sur l'autre, et en projetant sa propre faille sur l'autre et en faisant souffrir l'autre. Alors on distingue des différents types de harceleurs dans la mesure où le harcèlement est plus rarement le fait d'individus isolés. En général, ça se passe ce qu'on appelle en meute, c'est-à-dire qu'il y a un leader et il y a plusieurs suiveurs. Donc le leader, c'est souvent un enfant qui a de graves problèmes familiaux qui en général n'ont pas été repérés. Et là, je citerai la psychanalyste Claude Almos qui dit on ne devient jamais tortionnaire par hasard. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Ça me fait penser à une chanson qu'on passe sur notre antenne, L'effet de masse de Maëlle, où elle s'inclut dans la masse parfois. Elle dit qu'est-ce qu'on peut être bête
des fois de juste suivre. Et on a une responsabilité aussi là-dessus. Tout à fait. Donc, sujet suivant, eh bien, écoutez, c'est une chronique avec Martine et Mélodie. On les accueille à notre micro. Voilà, bonjour à tous. Alors, on vous propose un petit intermède culturel. On va aborder brièvement le thème du harcèlement dans les fictions. On va vous parler de quelques séries qui parlent en particulier du harcèlement scolaire. Donc, au cours de ces dernières années, le statut de harcelé, il a nettement évolué dans le milieu des fictions, passant d'une presque norme, c'était normal qu'un dans la classe se fasse harceler, à un véritable problème de société qu'il faut régler. C'est dans les pays d'Asie, surtout au Japon et en Corée, que les premières séries de ce genre ont émergé, non sans raison. Mais l'Occident commence à rattraper ce retard avec des séries qui sont tous aussi trash que parlantes. Alors déjà, une série américaine que peut-être certains d'entre vous connaissent, elle est sur Netflix, 30 Reasons Why. Je sais pas les ados là, si vous la connaissez. Ouais. 13 raisons qui expliquent, ça veut dire, c'est devenu un incontournable. On suit un ado, Clay, qui découvre un jour devant sa porte des cassettes laissées par une de ses camarades de classe, Anna Baker, qui vient de se suicider. À travers ces cassettes, on découvre la vie d'Anna et particulièrement les 13 raisons de son suicide. Il y a 13 personnes sont concernées, à savoir le harcèlement et les conséquences directes sur la personne. C'est une série qui est très dure, qui est sombre, qui est violente, qui va au fond des choses, et qui se termine aussi par un débat, une réflexion sur le suicide et le harcèlement. Ça s'adresse aux jeunes Américains, et à la fin de la série, ils proposent des numéros de téléphone, ils proposent des débats. La série ne se termine pas comme ça. Mais il y a un pays où le harcèlement est vraiment monnaie courante et depuis longtemps, c'est le Japon. Oui, le Japon, lui, justement, il a pu parler du harcèlement plus tôt que nous, en Occident. On va vous parler d'un drama. Donc, drama, ça veut dire série. Donc un drama japonais qui s'appelle Life et qui reste à ma connaissance l'un des plus durs et des plus réalistes qui soit. Alors on suit le quotidien d'une jeune fille qui s'appelle Ayumu et qui entre tout juste au lycée. Là-bas, elle va y faire la rencontre d'une fille qui s'appelle Manami, qui est belle, populaire, riche, gentille, et elle devient très vite amie avec elle. Mais Ayumu va très vite se rendre compte que les apparences sont trompeuses et que la réalité est bien loin de ce qu'elle semble croire. Elle va bientôt devenir la nouvelle cible d'un lycée infernal où tout n'est qu'hypocrisie et mensonge. Entre les persécutions, tortures, chantage, viols, suicides, violences physiques et morales, ce drama nous emporte dans les façades obscures du système scolaire japonais. Alors il date quand même de 2007, donc il n'est pas récent, mais encore aujourd'hui, c'est l'un des plus durs du genre et frappe tous ceux qui le voient et qui s'en souviennent encore 10 ans après. Ce qui m'a frappé dans ce drama, c'est l'inaction des autres élèves qui regardent se passer des choses graves et qui sont témoins et qui disent « moi, j'ai rien fait ». Les profs sont au courant, en particulier le proviseur du lycée, il nie les faits parce que ce sont ceux qui harcèlent sont des enfants de familles très riches et c'est les parents qui dictent leurs lois. Il y a un déni total des adultes et la réaction des victimes qui restent silencieuses, qui n'osent rien dire et qui s'auto-accusent, qui disent ça doit être de ma faute. Donc qui ne se confient jamais, qui gardent tout pour eux. Et l'absence de toute aide et de tout soutien de la part d'adultes et de toute aide psychologique. Et c'est assez frappant. Vous avez évoqué 2 séries. Vous les recommandez ou pas? Oui. 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 Oui, oui. Pour quel public, en fait? Pour quelle tranche d'âge? 13-14 ans, je pense Ouais. qu'on peut Ouais. le regarder, oui. Ok. Moi, j'ai dû m'y prendre à 2 fois pour le revoir. Parce Donc que c'était 18, dur? 19 Ouais, alors. très dur. C'est très dur. Il c'est est vraiment dur. très très dur Ouais. pour quand on est jeune. Ok. Juste une petite parenthèse, Delphine, Michael, sur ce que vous avez entendu là, vous avez des réactions? Delphine Cochin, psychologue. Alors, je pense qu'effectivement, il est très important que des séries puissent être produites pour déjà, alors, la série que vous avez évoquée en premier, pour montrer la gravité des phénomènes de harcèlement qui peuvent effectivement conduire au suicide dans certains cas. Et puis, dans l'autre série, l'inaction des témoins. Alors, c'est aussi important de dire que les témoins, souvent, moi il m'arrivait de rencontrer des gens qui dans l'après-coup me racontaient des scènes de harcèlement dont ils avaient été témoins et ils ont ressenti une très grande culpabilité du fait de ne pas avoir réussi à intervenir. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Alors bien sûr on peut les pointer du doigt et de dire ils ont été lâches mais c'est pas facile. Michael Je voulais Fournier, juste capitaine de police. Pardon, je voulais juste réagir donc, par rapport à la deuxième série, Life, où le proviseur de l'établissement apparemment ne souhaite pas signaler les faits de harcèlement. Il faut savoir que chez nous, le chef d'établissement peut faire un signalement auprès du procureur via l'article 40 du Code de procédure pénale. Et de là, nos services seront ensuite saisis pour qu'on fasse des investigations. Donc on convoquera, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus après. Mais voilà, sachez qu'en France, une autorité peut saisir, comme tout citoyen en fait, peut saisir le procureur de la République
pour qu'ensuite une enquête soit diligentée. Alors, j'ai pas vu la série, moi, mais on imagine que ce qu'il fait taire la chose, c'est pour la réputation de son établissement, non? Ce sont des écoles privées réservées aux enfants de l'élite. Donc, vaut mieux le taire. Vaut mieux pas aller chez le procureur. Ensuite, on peut aussi proposer, pour un peu plus tout public, toujours au Japon, un film d'animation dont on a déjà parlé dans une de nos chroniques. C'est A Silent Voice, une voix silencieuse, où on suit une enfant qui est sourde-muette et qui va se faire harceler pendant l'école primaire. Mais les rôles vont s'inverser et du coup, le harceleur va être à son tour harcelé. Et c'est comme ça qu'il va prendre conscience de ce qu'il a fait et il va essayer de chercher à devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est un film qui parle vraiment du handicap, mais aussi du pardon et de l'amitié. Un peu plus positif. Oui, Peut-être une réaction, Delphine Cochin? Oui, c'est une situation qui, malheureusement, je pense, arrive assez peu souvent. C'est-à-dire qu'un harceleur se rend assez rarement compte de ce qu'il a fait et émet assez rarement des regrets. Bon, ça peut arriver. Mince, Delphine, on va vous couper le micro. C'était pour tirer un peu de positif de tout ça. Mais là, dans ce qui a été dit, il était aussi question d'un harceleur qui devient harcelé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui arrive? Ça peut arriver effectivement à la faveur justement d'une situation de fragilisation qui peut toucher le harceleur, quelque chose qui arrive dans sa vie, il est fragilisé pendant un petit moment. Et les autres peuvent, souvent la place de leader est comme une place convoitée dans un groupe. Donc peut-être quelqu'un d'autre va chercher à prendre cette place et à le déstabiliser et à son tour il peut devenir harcelé. Mais on peut effectivement avoir ces situations. En plus, comme vous nous avez dit que ça vient généralement d'une faille, si la faille est mise à jour, on imagine que ça peut vite tourner. Ouais. Eh ben, on va terminer. Je vous propose un roman français dont j'ai parlé en septembre dernier. C'est Instagrammable d'Elietta Bécassis. Il se passe à Paris de nos jours et il met en scène à la fois des lycéens et le monde des influenceuses. Il montre le pouvoir destructeur des réseaux sociaux et du cyberharcèlement chez les ados. Là aussi, il est question de suicide, de détruire vraiment quelqu'un par le cyberharcèlement. C'est un roman qui peut intéresser à la fois des ados, mais aussi des parents qui ne comprennent pas trop ce qui se passe dans tous ces réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Moi, je vous le recommande, il est court, il se lit facilement, il est incisif, rythmé et percutant. Donc, allez-y. Ah bah, ça donne Rien envie. que ça. Merci beaucoup Martine et Mélodie. Alors vous avez évoqué toutes les deux des chroniques dans lesquelles vous avez déjà parlé de films ou séries ou livres. Eh bien, je rappelle ou j'informe nos auditeurs que on peut entendre Martine tous les mercredis matins en direct de 9 à 10 pour le monde de McFly où elle nous emmène en voyage et parfois au Japon au travers d'objets culturels. On va poursuivre avec Delphine Cochin, donc qui est psychologue à Audincourt, avec cette question: comment détecter le harcèlement? Alors, comment détecter le harcèlement? Comme je le suggérais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est plus compliqué au collège qu'en primaire parce que les enfants ne parlent pas, ils ont honte. Et madame le disait aussi tout à l'heure, ils se sentent nuls du fait d'être harcelés, ils se disent c'est sûrement de ma faute s'il m'arrive ça. Et puis également, comme je le disais aussi, ils ont perdu un petit peu confiance aux adultes. Alors, comment on peut essayer de repérer néanmoins? Quand on est enseignant, CP ou surveillant, ce qu'on peut remarquer parfois, c'est que l'élève harcelé va avoir tendance à coller le prof, va avoir tendance à essayer de sortir en dernier de la classe justement pour pas se retrouver seul avec ses harceleurs dans les couloirs. Il va avoir tendance à être isolé à la fois dans la cour, à la cantine, voire même en classe. Il peut être victime de bousculades. Ses affaires scolaires peuvent être dégradées, des stylos cassés, des livres un petit peu déchirés, ce genre de choses. Comme je le disais aussi, être la cible de projection de petits objets, de bouts de gomme en classe. Donc ça, les enseignants en général remarquent ça, mais alors il faut vraiment y prêter attention. Et quand on remarque ça en tant qu'enseignant, peut-être aller voir le surveillant de la cantine et dire écoute, j'ai remarqué que tel élève était victime de ça, jette peut-être un œil à la cantine sur ce qui se passe et on va voir s'il n'est pas un petit peu embêté. Justement, est-ce que les enseignants sont sensibilisés à ça? Est-ce qu'il y a des formations? Alors, à ma connaissance, oui, il y a des formations, mais vous savez bien qu'il y a aussi des problèmes de budget, donc il y a très peu qui peuvent bénéficier de ces formations et qui s'en plaignent d'ailleurs, parce qu'ils sont en général demandeurs de ce type de formation et ils ont envie d'aider pour la plupart. Mais il faut aussi leur donner les moyens de le faire. Alors aussi, on remarque un élève qui ne participe plus en classe parce qu'il a peur des remarques qui peuvent lui être faites ou qui a ses notes, ses résultats qui chutent. Donc faut être attentif à tous ces éléments-là. En ce qui concerne les parents, alors là aussi, on peut remarquer des affaires scolaires qui sont vandalisées, pareil, stylo cassé, etc. On peut aussi faire attention aux vêtements parce qu'on peut retrouver par exemple
exemple des taches d'encre sur les vêtements, parce que souvent les harceleurs peuvent avec leur stylo à plume essayer de jeter des taches d'encre sur les vêtements de l'élève harcelé. Donc ça, c'est quelque chose que les parents peuvent éventuellement remarquer. Le pire, c'est qu'ils peuvent en plus se faire gronder à la maison parce qu'ils ont cassé leurs affaires. Mais c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans un premier temps en tout cas. Les parents vont dire, mais alors, tu fais vraiment pas attention à tes affaires, et puis voilà. Donc il faut essayer de comprendre peut-être ce qui se passe. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est des changements de comportement à la maison, des enfants qui vont devenir, par exemple, plus agressifs avec les parents ou avec la fratrie, ou qui, au contraire, vont se mettre en retrait. On voit des conduites auto-agressives. Alors, la principale, c'est les scarifications, surtout chez les jeunes filles. Et puis, évidemment, ça peut en arriver à la tentative de suicide, dans certains cas. Il y a des auto-dévalorisations. Par exemple, un enfant qui va se mettre à dire, mais je suis vraiment nul, je ferai jamais rien de ma vie, des choses comme ça, alors qu'il le disait pas avant. Donc ça doit alerter aussi. On a aussi assez classiquement des somatisations. Alors, par exemple, dans la sphère dermatologique, de l'eczéma, par exemple, des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements, des refus d'aller à l'école, surtout le dimanche soir, ou à la rentrée des vacances, par exemple. Chez les plus petits, on peut avoir des résurgences d'énurésie, alors que l'enfant était propre depuis X années, et tout d'un coup, il se remet à faire pipi au lit, voire de manière diurne. On a des troubles du sommeil, on a des troubles du comportement alimentaire, où l'enfant va perdre l'appétit, par exemple, ou au contraire manger beaucoup. Alors, ce qui est le plus important, bien sûr, et c'est ce qui est mis en avant dans les différents clips qui sont faits pour la prévention du harcèlement, c'est de libérer la parole. Alors, il suffit pas de le dire, parce que il y a quand même deux prérequis préalables, en tout cas pour les parents. Le premier, c'est que il faut assurer l'enfant que, quoi qu'il dise, on ne fera rien sans son autorisation. Donc vraiment le mettre au centre du processus d'intervention et ne rien faire sans qu'il soit complètement d'accord. Ça, c'est très important. Et puis aussi d'assurer que, on risque d'être affecté, en tant que parent, de ce qu'il va nous raconter. On risque peut-être même de pleurer, de montrer une grande tristesse et un grand désarroi. Mais néanmoins, on va être en capacité de dépasser ça et de l'aider. Donc il faut le rassurer sur cette question-là, parce que souvent les enfants se disent, ah oui, mais mon parent, il va être triste, donc je vais pas lui raconter ce qui m'arrive. Il faut éviter de poser des questions trop directes du style est-ce que t'es harcelé à l'école, Alors évidemment, parce que là, il va sentir votre angoisse et puis il va rien vous dire. En plus, harceler, c'est pas un terme que les enfants et les ados utilisent en général. Ils utilisent d'autres termes. Puis aussi, il faut éviter les questions affirmations du type alors ta journée s'est bien passée, et parce que ça, c'est une question qui ferme, et on va essayer plutôt de faire une ouverture en formulant différemment, par exemple, comment s'est passée ta journée, tout simplement. En ayant l'air le plus naturel possible. Mais comment s'est passée ta journée ? Ouais, on essaye de pas trop montrer notre angoisse, mais voilà, donc des petites pistes pour essayer de repérer. Et alors, comment faire en fait quand si on découvre que notre enfant vit du harcèlement et qu'il n'a pas envie d'en parler, comment en tant que parent accompagner un enfant qui veut pas? Alors, on peut proposer le recours à une personne tierce. Alors, ça peut être un grand frère, ça peut être une cousine avec qui il s'entend bien, ça peut être un ami de la famille avec qui il s'entend bien, une personne en qui il aura confiance pour peut-être pouvoir se confier. Enfin, on peut aussi proposer d'aller voir un psychologue. Bon, ça, c'est un peu pas toujours bien accueilli. Les psychologues sont pas toujours bien. C'est pas toujours bien accueilli. Mais bon, il y a différentes alternatives si l'enfant veut pas parler à son parent pour différentes raisons. Alors, c'est aussi le parent qui peut aller voir le psychologue et puis prendre conseil. Oui, c'est une porte d'entrée aussi. Moi, ça m'est bien sûr arrivé, les parents qui viennent me consulter seuls en me disant mon enfant, je suspecte que mon enfant est victime de harcèlement, mais il veut pas me parler, qu'est-ce que je peux faire? Et puis quand l'enfant voit que le parent essaie quand même de comprendre ce qui se passe, ça l'incite à parler et à venir peut-être consulter. On peut vous appeler par exemple pour vous expliquer la situation et puis voir comment aborder la chose avec l'enfant pour faire venir l'enfant chez vous? Oui, aussi, oui. Alors la suite, c'est une chronique qu'on a l'habitude d'entendre en direct sur notre antenne. On a la chance d'avoir deux intervenants sur notre antenne habituelle, et il y a Sarah qui est avec nous. Elle parle en direct généralement le mardi matin de 9 à 10 elle nous parle de chansons en anglais, elle nous en explique les paroles. Aujourd'hui, elle nous parle d'une chanson de Taylor Swift. Bonjour Sarah. Oui, hello. Je suis contente d'être là avec vous. Nous aussi. C'est gentil. Oui, j'imagine que plusieurs d'entre nous ont déjà entendu les chansons de Taylor Swift. Mais aujourd'hui, je vais vous parler avec sa chanson Mean. Mean, ça veut dire méchante. Et c'est une chanson qui est peut-être la plus country de toutes ces chansons. Donc, je sais pas, mais si vous me connaissez, j'aime bien la country et aujourd'hui, je vais amener un peu de ça avec moi aujourd'hui.
Alors, Mean, c'est une chanson qui aborde le problème du harcèlement. C'est une chanson qui pourrait vraiment faire partie des campagnes sur la lutte contre le harcèlement dans les écoles. La chanteuse y évoque les critiques, les moqueurs, les intolérants et ceux qui jugent les autres à cause de leurs différences. Et elle annonce que leurs attaques n'empêchent pas leurs victimes de faire de grandes choses par la suite. Le clip en particulier focalise sur le harcèlement en montrant 3 personnes jeunes qui sont victimes de harcèlement. Un garçon qui est embêté par les sportifs d'une équipe de football américain parce qu'il lit un magazine de mode. Une fille qui se fait moquer dessus par des autres parce qu'elle est obligée de porter un déguisement au travail pour son université plus tard. Et une autre fille qui n'est pas admise à s'asseoir avec les autres filles dans la cantine parce qu'elle est habillée différemment qu'elle. Taylor Swift commence la chanson en parlant de l'intimidation et harcèlement. You, with your words like knives, toi avec tes mots comme des couteaux, et des épées et des armes que tu utilises contre moi, got me feeling like I'm nothing. Tu me fais sentir que je ne suis rien. Tu t'en prends à la personne la plus faible. Tu as montré mes défauts comme si je ne les voyais pas déjà. Je marche la tête baissée. J'essaie de t'ignorer car je ne pourrai jamais t'impressionner. I just want to feel okay again. Je veux juste me sentir bien à nouveau. J'imagine que nous avons tous vécu quelque chose de similaire dans nos vies. Je sais que personnellement, j'ai vécu quelque chose comme ça. J'étais harcelée, mais aussi, malheureusement, j'étais aussi harceleuse. Et j'ai de la honte de le dire, mais c'est la vérité. Et en fait, Swift parle de ça dans sa chanson, que souvent la cause derrière le problème est, comme vous avez dit avant, que la personne était harcelée, il a reçu une blessure et à cause de ça, il cherche quelqu'un de plus faible de blesser à son tour. Et les paroles continuent. Je parie que tu as été bousculé. Quelqu'un t'a fait froid dans le dos, mais le cycle se termine maintenant parce que tu ne peux pas me mener sur cette route. Et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Au lieu de répondre à sa douleur en trouvant quelqu'un de plus faible à blesser à son tour, elle dit que la solution, c'est d'arrêter le cycle en choisissant d'oublier les harcèlements, en restant forte en soi et en se concentrant sur ses propres ambitions pour l'avenir. Le refrain dit « Someday, I'll be living in a big old city and all you're ever gonna be is mean. » Un jour, je vivrai dans une grande ville et tu ne seras jamais que méchant. Someday, I'll be big enough so you can't hit me. Un jour, je serai assez grande pour que tu ne puisses pas me frapper et tu ne seras jamais que méchant. Pourquoi es-tu si méchant? Why you gotta be so mean? Alors, j'aimerais bien si on peut écouter cette chanson et on peut en parler après. Ouais. Nous, on va avoir la chance de voir le clip. Et pour nos auditeurs, ce sera juste la chanson. C'est Taylor Swift, Mean. Je le prononce bien. Hein. Oui, bravo. C'est bien. C'est marrant parce que j'aurais pas parié que ça parlait de harcèlement en écoutant comme ça, tu vois, musicalement. Oui, non, mais c'est une chanson qui reste sur le côté comme heureuse ou comme positif, quoi. Oui, positive. Ouais. Et je pense que c'est ça en fait que j'aime dans cette chanson, c'est que en fait ça montre que nous ne sommes pas obligés de laisser les gens avoir cette puissance, cette contrôle sur nous. On peut juste choisir de laisser tomber. Et le plus qu'on répond, le plus qu'on crie, le plus qu'on pleure, qui est pas toujours facile d'éviter à faire, mais si on peut éviter ça, on garde la puissance, le pouvoir pour nous. Et en fait, cette chanson était écrite en réponse d'une journaliste qui a dit elle peut pas chanter. C'était après une performance live et elle a chanté mal, honnêtement, mais il a écrit que des choses méchantes. Mais tu la harcèles, là. Oui, non mais c'était ça, c'était en réponse en disant les gens vont dire les choses méchantes, mais je peux juste rigoler à cause de ça. Et c'est ça qu'elle a choisi de faire. Alors, c'est un contexte un peu différent quand on est une personne connue et puis qu'on subit des critiques. Après, en fait, je crois bien que Taylor Swift a vraiment vécu des choses très, très difficiles quand elle était jeune, parce qu'elle est pas du tout d'un background d'artiste.
Elle était inconnue au bataillon, une petite campagnarde, et puis elle s'est fait énormément embêter parce qu'elle avait toujours ce rêve d'être connue. Et elle a vraiment traversé, elle, des années très difficiles où elle s'est accrochée à son rêve. Bref, vous pouvez aller voir ça sur Internet, mais c'est assez intéressant de voir comment certaines personnes, en tout cas elle qui a une force, de s'accrocher à son rêve et de poursuivre, même si elle s'est fait énormément critiquer, quoi. Oui, elle a une autre chanson, Best Day Ever, en fait, avec une vidéo où elle raconte toute cette histoire. Et en fait, c'est une chanson de remerciement pour sa maman, sa mère, d'être toujours avec elle pendant toutes ces souffrances, parce que vraiment, c'était pas facile pour elle. Delphine Cochan, psychologue à Audincourt. Je le dis à chaque fois, c'est pour ceux qui nous rejoignent, les auditeurs qui nous rejoignent. Des réactions par rapport à cette chanson, cette chronique? Oui, déjà, je trouve globalement très important que des artistes puissent parler de ce sujet-là et prendre position, parce que évidemment, les ados, ils sont très, c'est comme une référence pour eux, les artistes qu'ils admirent, ou les sportifs qu'ils admirent. Donc, ça va les toucher beaucoup plus que n'importe quel adulte qui va traiter de ces questions-là. Ce qu'elle dit dans la chanson, tu me fais sentir que je suis rien. C'est véritablement ça que tentent de faire les harceleurs, c'est-à-dire de réduire la personne à l'état de rien, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment bien dit, je trouve. Alors on va continuer le programme. Je regarde et je vois Céline devant moi. Céline, c'est la 3e chroniqueuse qui intervient aussi dans notre direct. On a recruté la moitié de la semaine de nos chroniqueurs en direct. Vous retrouvez Céline en direct le mercredi matin pour une chronique qui s'appelle Plic. C'est à 9h40. Céline, bonjour. Bonjour. Tu t'es entretenue avec une maman et sa fille. La fille a subi du harcèlement. Voilà. Et puis tu vas nous rapporter ce qui est sorti de cet entretien. Oui, alors je les ai rencontrés cette semaine. Ce sont des amis que je connaissais déjà. Et c'est vrai que ça s'est trouvé que dans nos échanges, un jour, j'ai entendu que sa fille, donc Anaïs, avait subi du harcèlement. Et puis on n'en avait pas reparlé. Puis c'est quand tu m'en as parlé l'autre jour que je me suis dit, mais peut-être qu'elle pourrait partager ça. Malheureusement, elle n'était pas disponible, sa maman non plus. Mais elles ont quand même accepté de répondre à des questions que j'avais préparées un petit peu pour voir avec elle. Et puis partager un petit peu le témoignage. Après avoir dit non, elle y a quand même réfléchi en se disant peut-être que ce que je peux dire, même si c'était pas énorme, ça pourra aider d'autres. Et du coup, c'est ça qui a un petit peu permis que ça puisse se faire comme ça. Alors, en fait, Anaïs, elle est rentrée en 6e dans un collège non loin d'ici, puisqu'on est voisines. Et assez rapidement, les amitiés qu'elle avait vécues à l'école primaire se sont détériorées. Et elle s'est retrouvée isolée avec une copine, avec des petites mesquineries qui ont commencé comme ça, l'air de rien. Elle n'a pas forcément pris ça au sérieux. Malheureusement, ça a pris de l'ampleur au fil des mois. Et les petites réflexions sont devenues non seulement plus fréquentes, mais plus ouvertes. Et c'était devenu quotidien. Donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Delphine. C'est des petites boulettes de papier qui sont jetées en cours, des mots. Alors elle me dit, c'est ce qu'on voit comme dans les séries, mais en fait c'était mon quotidien. Donc c'était des mots collés poser un post-it collé sur le truc marqué poussez-moi dans les escaliers ou donnez-moi une tape ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment devenu son quotidien. Un quotidien qui était douloureux. Comme vous le disiez, elle l'a caché à sa maman parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter, parce qu'elle s'est dit c'est comme ça quand on est en 6e. Et donc elle a rien dit. Malheureusement, au retour des vacances, voilà, le fameux dimanche soir, elle fond en larmes en disant qu'elle ne voulait pas retourner à l'école. Et là, sa maman s'est inquiétée en se disant écoute, il n'y a pas de raison, je vois pas ce qui pourrait se passer de mal. Et puis elle lui a expliqué, finalement elle a un peu craqué en disant qu'elle se faisait embêter. Du coup, sa maman Sandrine s'est dit Anaïs n'étant pas capable d'en parler, de le verbaliser dans l'école, c'est sa maman qui a pris les choses en main, qui a contacté le CPE, qui a pris rendez-vous en se disant on va clarifier les choses avec un adulte de l'établissement. Et à sa grande surprise, on lui a dit mais madame, ce n'est pas Anaïs qui a des problèmes, c'est elle qui pose des problèmes aux autres. Donc les rôles étaient complètement inversés et la maman désemparée de dire mais attendez, mais je connais ma fille, elle parlerait pas comme ça à d'autres personnes, elle ferait même pas ce genre de choses. Donc finalement, elle passait d'une élève qui était victime, qui était harcelée, à une élève qui était menteuse et qui n'avait finalement même pas l'appui du corps enseignant. Donc les surveillants constataient des choses mais ne le relevaient pas en disant oui mais croyez quoi, enfin c'est comme ça, c'est la cour d'école quoi. Et donc ça a été vraiment dur. Évidemment, la situation ne s'est pas améliorée. Elle n'arrivait plus à manger, elle n'arrivait plus à dormir non plus. Et elle s'est complètement repliée sur elle-même. Et pourtant, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. C'est une vraie pipelette. Mais à ce moment-là, elle ne disait plus rien.
Juste, Donc- est-ce que tu sais ce qui a motivé le fait qu'on réponde que c'était l'inverse, que c'était le problème? Parce qu'ils ont consulté les autres élèves et que les autres élèves ont dit ah ben non mais ils étaient tous ligués contre elle. Et puis en plus, elle va se plaindre. Hein. Et ben voilà. Donc du coup, et ça c'est quelque chose qui est malheureusement assez fréquent. Hein. On le voit effectivement à tous les niveaux, hein, je pense, tous les niveaux d'âge. Hein. Mais du coup, c'est vrai que elle s'est tue, elle s'est absorbée dans un travail scolaire dans lequel elle était bonne, mais arrivée à la maison, elle avait plus aucune énergie pour travailler encore. Donc elle était vidée, puis elle disait plus rien, et puis elle osait plus prendre la parole en classe parce que, voilà, à chaque fois qu'elle prenait la parole, c'était des mots lancés derrière. T'as pas le droit de parler, tais-toi, on veut pas t'entendre. Les dimanches soirs devaient être sympathiques dans la famille. Ça devait être dur, ouais, clairement quoi. Aujourd'hui, elle est où? Alors aujourd'hui, elle est au lycée. Elle suit des études qu'elle a choisies en coiffure. Elle va beaucoup mieux, mais c'est vrai que le parcours a été long. Elle a pu terminer son année difficilement de 6e, mais n'ayant eu aucune écoute de la part de l'établissement malgré les nombreuses relances. Les parents ont choisi de la changer d'établissement pour la mettre en privé. Et là, le collège s'est réveillé en disant « Ah mais quand même, vous n'allez pas la changer, il faudrait peut-être voir ce qu'il en est ». Alors c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Là, ils étaient assez furax de voir qu'il n'y avait pas une réaction. Finalement, l'école s'est renseignée pour découvrir que la fille un peu leader du groupe de filles qui harcelaient était déjà connue pour des faits similaires auparavant. Ce qui n'apparaissait pas forcément en premier dans son dossier, mais en grattant un peu, ils se sont rendus compte. Donc ils se sont rendus compte que ils étaient passés à côté de quelque chose d'assez grave, hein, qui avait duré finalement des mois. Et la souffrance d'une jeune qui a été en détresse. Selon toi, l'erreur de l'établissement, c'est de mal poser les questions? Effectivement, il y a Un manque ça révèle d'information, qu'il y a des lacunes. Je sais qu'elle a été voir l'infirmière qui lui a dit mais moi je m'occupe que des bobos, vos histoires je veux pas en entendre parler. Voilà. C'est minimisé par les adultes parfois? En tout cas dans ce cas-là oui, c'était le cas, ça a été le cas. Donc c'était assez triste, mais en même temps elle se disait quand moi je lui ai posé la question, elle me dit tu sais moi j'ai pas grand-chose à dire, ça arrive à plein d'autres jeunes. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle a une petite sœur qui est entrée en 6e cette année. Et elle s'est dit, mais je veux pas que ça arrive à d'autres. Et finalement, même si mon histoire peut paraître banale, je crois qu'elle est pas si banale que ça. Des réactions, peut-être, Delphine Cochant? Oui, effectivement, c'est une situation qui est tristement banale, hein, que ça se retourne contre l'enfant harcelé, soit parce que l'établissement ne comprend pas ce qui est en train de se jouer et se laisse manipuler par l'ensemble de la meute harceleuse, soit parce qu'il y a un déni aussi, alors j'espère de plus en plus rare, mais des établissements qui ne veulent pas s'avouer que dans leur établissement il y a du harcèlement. Or, voilà, on sait bien que c'est partout. Ça arrive encore, ça. Bien sûr, ça arrive encore. Parce que je crois qu'à ma connaissance, il y a une question de la notation des établissements scolaires se fait aussi sur la base de la quantité, entre guillemets, de harcèlement qui peut y régner ou des choses comme ça. Donc, il y a aussi des choses à modifier sur le plan politique pour que, voilà, ce soit plus pris en compte de cette façon-là et d'accepter qu'il se passe des choses qui sont pas très claires. Céline. Je voudrais ajouter quelque chose parce que finalement, s'est posé la question cette année pour la petite sœur qui est entrée en 6e. Et leur établissement de rattachement était le même collège que là où Anaïs avait subi du harcèlement. Et quand les parents ont demandé une dérogation pour que la petite sœur Rose n'aille pas dans cet établissement-là, eh bien, on leur a dit que le harcèlement n'était pas un motif recevable pour obtenir la dérogation. Par contre, ils ont eu une dérogation parce que la nounou habitait plus proche de l'établissement dans lequel ils souhaitaient inscrire leur enfant. Alors, donc c'était quand même effarant de voir que pour des raisons d'une histoire passée, on leur a dit ça c'est le passé et on peut pas accepter ça comme motif de dérogation. Mais c'est la raison d'être de l'émission de cet après-midi puisque justement le but c'est d'informer un maximum de monde. Je me tourne vers Michael Fournier, capitaine de police. Des réactions? Oui, on entend parler de banaliser. Voilà, c'est quelque chose qui est banalisé. Mais je voudrais juste situer que dans le code pénal, en fait, le harcèlement est dans la section des violences. Donc on est vraiment sur des violences qui peuvent être psychologiques ou parfois physiques. On parlait tout à l'heure de bousculade, mais vraiment que les victimes se disent c'est pas juste du harcèlement, non, c'est des violences. Et aujourd'hui, je suis là pour rappeler que la prise en compte des violences, c'est vraiment une priorité institutionnelle, voilà, pour la police et la gendarmerie. On prend très au sérieux les violences et donc le harcèlement en fait partie. Il faut vraiment que voilà, une victime, c'est trop simple de se dire c'est vrai qu'ils sont noyés dans la masse, ils sont pas tout seuls. Non, c'est pas normal. Et ça, faut vraiment que les jeunes, enfin là on parle beaucoup des jeunes, mais il faut vraiment que les jeunes se disent que c'est pas quelque chose c'est vraiment pas normal, c'est des violences et ils doivent en parler.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur comment le signaler, les systèmes que vous mettez en place C'est ça, ouais. pour que ce soit le plus facile possible. Oui. Le programme de la suite, il y aura encore une intervention de Delphine Cochant, psychologue. Comment sortir du harcèlement, c'est presque ce qui nous intéresse le plus finalement. On a la chance d'avoir Mathilde et Luna qui ont été partie prenante pour cette web-série et puis qui faisaient partie du conseil municipal junior. Et puis il y a également Lila qui est avec nous pour en parler. Et puis il y a ma voisine et co-animatrice pour parler du podcast qu'elle est en train de préparer sur ce sujet du harcèlement, parce que sur l'équipe de rédaction de Radio Oméga s'est dit que c'était vraiment un sujet qu'on voulait aborder tout au long de l'année par divers moyens, parce qu'on pense que c'est très important d'en parler. Et puis on terminera avec Michael Fournier qui nous donnera plus d'éléments de manière un peu plus dense sur tout ça. Voilà, on va essayer de rester concret. Bienvenue Mathilde et Luna. Donc vous avez été toutes les deux, vous avez fait partie du conseil communal junior à Audincourt. Oui. Alors est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que c'est ? On participait un peu à certains événements. On a fait des projets pour la ville, pour plusieurs sujets et c'était plutôt bien. Oui, on était vraiment un petit groupe à chercher des idées. D'ailleurs, je crois que c'est Camélia qui a eu cette idée-là. Et tout de suite, Lila nous a aidés, nous a donné des plans pour avancer. Donc Lila, c'est qui ? C'est celle qui s'occupait du conseil municipal junior. D'ailleurs, on lui D'accord, demande de venir ouais. en même temps, comme ça on pourra poser des questions. Comme ça on pourra avoir des explications plus larges. Bonjour Lila. Bonjour. Lila Haddad. Mathilde, si vous pouvez juste prêter votre micro 2 secondes. Un mandat de conseil municipal junior, c'est sur combien de temps ? C'est sur 2 années. Et ça fait combien de temps que ça existe à Audincourt ? Alors c'est depuis 2009. Et Donc, comment les conseillers sont choisis ? on fait des élections dans les collèges en fait, donc ils font comme des vraies élections comme pour les adultes. Donc ils font une campagne, ils se présentent et après il y a une votation. C'est dans toutes les mairies ou bien c'est les mairies qui veulent ? C'est que les mairies qui veulent. Vous, votre En fait, rôle c'est- auprès de ce conseil, c'est quoi ? Je suis référente, donc je coordonne, je les encadre et je coordonne avec tous les partenariats qu'il y a à côté où on travaille aussi beaucoup avec l'UNICEF. Je tenais quand même à ce que vous parliez parce que c'est quand même vous qu'on a eu comme contact privilégié pour organiser cet après-midi et je trouvais ça important de vous entendre un petit peu quand même. Mais là, j'avais 2 pépites là qui sont très bonnes porte-parole, c'est pour ça que. Voilà, justement les 2 pépites. Est-ce que vous-même, vous avez été témoin ou vous avez déjà pu vivre, peut-être sans forcément rentrer dans les détails, mais du harcèlement ? Alors moi, j'en ai pas vécu personnellement, mais j'en ai été témoin puis depuis un bon bout de temps, depuis la primaire. Ça a suivi au collège d'un camarade. Et du coup, c'est vrai que c'était encore plus... quand on est témoin, on se rend pas forcément compte de tout. Et travailler sur ça nous a vraiment beaucoup aidé. Aussi, ça nous a fait plus réagir vis-à-vis de ça parce que, au final, en restant neutre face à ça, en n'informant pas d'adultes ni rien, on n'aidait pas du tout la personne. Et moi, c'est ça qui m'a fait changer puis qui m'a vraiment fait aider à aller en parler à la CPE ou ce genre de choses. Donc tu l'as fait ça ? T'es allée parler à la Oui, je suis allée en parler. Je trouvais ça important. En plus, on voyait des scènes qui étaient vraiment... Moi, je disais que c'était pas normal, mais bon, moi, j'étais une personne contre toute la classe, c'était pas forcément... Et même si dans la classe, on était beaucoup à pas être d'accord avec ce qui se passait, c'était tellement normal parce que ça arrivait depuis toujours au final, que on savait pas comment réagir. Je me souviens d'une fois où la prof de français, justement, elle s'est énervée, mais pendant l'heure entière, en fait, en nous disant que c'était mal, et malheureusement, ça a pas beaucoup fait changer les choses. Mais du coup, pour toi, ce qui t'a fait prendre conscience que c'était grave ce qui se passait, c'est quoi ? Non, je me rendais compte depuis souvent parce que mes parents m'ont toujours dit, puis on nous a toujours dit depuis qu'on est petit. Mais en fait, c'est quand... je me souviens, avant de rentrer en cours, on attendait souvent un peu devant le portail, et c'est là où les gens le prenaient à part, vraiment le poussaient ou ce genre de choses. Et je me suis dit, mais comment il doit le vivre ? Comment il doit... Et en fait, il s'était même... Je pense qu'il s'était habitué, il se rendait même pas compte que c'était plus normal. Et c'est ça qui m'a fait réagir parce que on peut pas laisser quelqu'un comme ça et puis être témoin et rien faire. Et du coup, le CPE, il t'a bien accueilli quand tu es venu le voir ? Oui, moi je connaissais la CPE parce que j'avais eu quelques problèmes avant en cours, mais pas de harcèlement. Et elle m'a bien reçue. Le problème, c'est pareil, c'est que il en parlait pas, il voulait pas en parler. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus compliqué de faire avancer les choses. Ouais. Merci. Alors l'autre pépite ? Moi, je me suis fait un tout petit peu harceler, mais ça a vite été réglé, donc ça m'a pas trop dérangé sur le long terme, voilà. Mais pareil, je connaissais la personne qui s'est fait harceler, étant donné qu'on se connaît depuis longtemps avec Luna. Mais pareil, ça nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Enfin, on a appris beaucoup de choses sur le harcèlement et du coup, oui, on a appris certains gestes, c'était du harcèlement, d'autres c'était un témoin qui juste regarde, prend parti du harceleur en fait, du coup. En fait, ouais, quand on regarde mais sans intervenir, c'est comme si on prend parti du harceleur, c'est ce que tu viens de dire ? Oui, en gros,
Il y a plusieurs types de témoins. Il y a ceux qui aident, donc ça c'est les suiveurs. Tu as les témoins qui sont là, qui regardent, mais en soi ils aident pas. Du coup, c'est prendre parti du harceleur parce que ça l'encourage à continuer. Et tu as ceux qui aident, et ça, je pense que c'est les bons témoins. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est Camélia, enfin une autre conseillère municipale junior qui avait eu l'idée de ce projet. Est-ce que vous savez comment est venue l'idée? Pourquoi parler de ça? On cherchait vraiment des sujets qui pouvaient intéresser la jeunesse et un peu sensibiliser des gens. Et je peux pas vous dire exactement comment elle a eu cette idée. Je pense que c'est venu comme ça en y réfléchissant, parce qu'on voulait vraiment aborder des sujets importants et elle nous a prévenus. Puis voilà. Ça veut dire que ça fait vraiment partie de votre quotidien pour que vous ayez l'idée comme projet pour la municipalité? Alors moi, je pense qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de monde en parle. Donc même si c'est pas forcément dans le quotidien, on est au courant. Il y a aussi d'autres web-séries qui ont eu lieu. Et on s'est dit que prendre part à ça, sensibiliser les gens, surtout ici, quand on avait, du coup, nous deux, on voyait un cas d'harcèlement, c'était important. Comment vous avez fait le scénario des 3 épisodes? À vrai dire, on s'est beaucoup renseigné sur les différents types de harcèlement, aux endroits et tout. Puis après, on a essayé de faire des scénarios sur des thèmes de comment les personnes arrivent au moment où elles se font harceler. Et du coup, c'était un peu venu comme ça. Et après, on a fait appel aussi à des gens pour nous aider. C'est ça, vous avez fait avec un youtubeur? Oui, un humoriste. Puis oui, on a discuté avec des intervenants. Il y avait une policière qui était venue. On a pris le projet au sérieux. Oui. Vous avez appris des choses en le faisant? Oui. Oui, surtout la manière justement de réagir face à ça. Moi, j'avais une autre amie qui était pas du tout ici, qui habite dans le Nord, qui se faisait harceler. Et je lui en ai parlé de ce qu'on faisait. Et rien que ça l'a aidée. Et elle m'a partagé son expérience. Et j'ai appris plein de choses sur la façon dont il fallait réagir, justement. Et aussi que on nous en voudra pas d'aller le dire à un adulte, même si la personne voulait pas qu'on en parle, parce qu'au final ça va forcément l'aider. Donc moi ça m'a surtout appris ça, qu'il fallait réagir, fallait pas rester neutre face à ça. C'est encourageant en tout cas de voir des jeunes qui osent prendre position, quoi, et que vous avez ouvert les yeux sur l'importance de réagir. Merci en tout cas de nous avoir affrontés cet après-midi. Merci à vous. Est-ce que vous avez des réactions, Delphine Cochin et puis Michael Fournier? J'aurais juste une question pour Luna, c'est ça, si vous permettez. Alors, vous disiez tout à l'heure que enfin en tout cas au début, vous saviez pas quoi faire, vous saviez pas comment réagir. Est-ce que c'était vraiment ce doute-là qui vous a retenu, ou est-ce que c'était la peur? Un peu des deux, parce que moi j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Enfin voilà, moi j'avais un petit groupe d'amis, mais j'étais pas mis avec tout le monde. Ouais. J'étais déjà assez timide à l'époque, et je me suis dit, ça se trouve, ça va se retourner contre moi. Ouais. Donc j'avoue que j'avais un peu peur sur le moment, mais je suis passée au-dessus de ça parce qu'en fait c'était même des gens qui se rendaient pas compte que c'était mal. Je pense qu'ils s'en rendaient compte, mais qu'ils l'assumaient pas, et ça arrivait depuis tellement longtemps que fallait que quelqu'un le dise. Ouais. Ça demande du courage de réagir. Un peu, mais c'est important, donc c'est facile d'en avoir pour ça. Non, c'est pas facile, donc je salue votre courage. Merci. Michael, une question ou réflexion? C'est vrai qu'on parle de courage parce qu'en fait, je pense que la plupart des jeunes ne savent pas derrière s'ils alertent, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va justement impliquer encore plus de problèmes pour la victime? Est-ce que eux, de leur côté, vont être aussi mis en cause? Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, et puis ce qui pourrait expliquer le fait que on n'en parle pas. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé la détection, mais en fait, ce qui est important, c'est donner l'alerte. Savoir la donner, je sais pas si on en parle tout de suite ou pas, mais il y a plein de moyens de donner l'alerte, et nous, c'est là que nous, on rentrera en compte. On a le droit de porter plainte en tant que mineur? Oui, complètement. Alors ça, c'est pareil, ça peut être une idée reçue. Un mineur peut aller porter plainte seul. Donc, sans adulte. Voilà, sans adulte. Bon, après, il faudra que les parents prennent connaissance de ces déclarations. Puis après, tout ce qui est constitution, partie civile, c'est les parents qui rentreront aussi en jeu. Un mineur peut, on va le recevoir, on va l'entendre. Après aussi, peut se poser la problématique, là on n'en a pas trop parlé, mais ça peut être aussi un mineur qui subit le harcèlement à la maison. Donc là, ça nous demandera aussi... ça sera un travail différent. On va peut-être pas forcément après appeler les parents. Voilà, c'est ça. Ça peut arriver dans le foyer. Oui. Pour la loi, c'est quoi le harcèlement dans le foyer? Au niveau juridique, le harcèlement, c'est des agissements répétés. Bon, ça, on l'a abordé tout à l'heure. Ça va être les petits papiers qui sont jetés. Il faut que ce soit répété au minimum 2 fois. Donc ça, c'est le premier axe. Et en fait, il faut que ces agissements répétés entraînent une dégradation des conditions de vie de la victime. Donc après, ça se traduit comme pour l'exemple d'Anaïs. Elle ne mangeait plus. Ça peut être aussi un absentéisme scolaire, une perte de confiance.
Et tout ça conduit à des conséquences préjudiciables pour la victime. Ça, c'est ce qu'on appelle les éléments constitutifs. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ressortir dans la procédure, d'abord dans la plainte et après dans l'audition des mises en cause. Et tout ça, après, on parlait aussi tout à l'heure d'éléments moraux, la conscience de l'auteur de vouloir faire mal. Et ça, chez nous, c'est ce qu'on appelle l'élément moral. Donc, il agit en connaissance de cause. Voilà, une fois que c'est les éléments matériels, l'élément moral, l'élément légal, bon, c'est un article du code pénal, je vais pas forcément vous donner les articles. Et c'est une fois que tout ça sera réuni, on pourra présenter la personne à la justice. Alors on reparle de ça en détail dans quelques minutes. Merci beaucoup à nos membres du conseil municipal junior, nos anciens membres du conseil junior, Luna et Mathilde. Delphine Cochan, comment sortir du harcèlement? Ce qui est important de dire en préambule, c'est qu'il n'y a pas, parmi les chercheurs, les cliniciens ou les différents acteurs de l'éducation nationale, il n'y a pas de consensus sur la méthode idéale pour sortir un enfant du harcèlement. Par contre, ce sur quoi les chercheurs s'accordent, c'est, en tout cas en France, c'est que la sanction n'est pas forcément la réaction la plus adaptée pour mettre un terme au harcèlement. Alors, on peut s'en attrister parce qu'évidemment, on a tous envie sur le plan moral que les harceleurs soient punis. Hein, on a tous envie de ça et on peut regretter que ça fonctionne pas. Mais parfois, on est obligé de faire autrement. Alors, j'ai commencé par faire une liste de tout ce qui me semble falloir éviter de faire justement pour tenter d'accompagner un élève qui est victime de harcèlement. On l'a déjà dit, hein, surtout pas banaliser, hein, surtout pas dire c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que quand un élève, un enfant se décide à se confier, ça fait très souvent des semaines, voire des mois qu'il est harcelé. Donc si on vient lui dire c'est pas grave, vous imaginez que ça va pas l'aider beaucoup. Moi, ce que je vois quand même assez fréquemment, et je le regrette beaucoup, c'est que les enfants ou les adolescents en situation de harcèlement que je reçois, très souvent il leur a été dit, et souvent à l'école, parfois dans les familles, ah mais fais pas attention à eux, t'inquiète pas, ne réponds pas, ils finiront bien par se lasser. Évidemment, ça ne fonctionne jamais pour les raisons que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire que ne pas répondre, c'est donner l'image de quelqu'un de faible. Et donc, ça va faire en sorte que le harcèlement va perdurer sur cette base-là. Alors, il y a une troisième chose qui est parfois dite, et surtout dans les familles, c'est « te laisse pas faire ». Alors ça, c'est bien parce que ça vient légitimer la défense, mais si on se contente de dire ça, c'est mettre l'enfant en grande difficulté parce que si effectivement il avait été en capacité de ne pas se laisser faire, il n'aurait au départ jamais été harcelé. Donc c'est bien parce qu'il n'est pas en capacité de réagir que ça a pu se mettre en place. Donc il faut accompagner ça d'une élaboration de stratégie de défense avec l'enfant, vraiment l'accompagner et puis l'entraîner à cette stratégie de défense verbale. Hein. Mais je dis pas qu'il va falloir taper sur les harceleurs nécessairement. Hein. Ce qu'on voit aussi assez fréquemment, notamment en école primaire, c'est que les enseignants, quand ils remarquent qu'un élève est un petit peu isolé dans la cour, que personne ne joue avec lui ou avec elle, c'est qu'ils vont en parler devant le groupe classe en entier en incitant les autres à jouer un petit peu, en disant oh, bah vous êtes pas très sympa, faut essayer un petit peu de jouer avec le copain, avec la copine, soyez gentils, etc. Alors ça part d'un bon sentiment, mais ça fonctionne très rarement. Pourquoi ? Parce que encore une fois, quémander l'amitié, c'est pris comme une marque de faiblesse, hein, et donc c'est contre-productif. Pareil pour pardonner du terme l'engueulade qu'a évoqué Luna. Est-ce que c'est pareil ? Oui, c'est sensiblement la même chose. Hein. Ça vient renforcer encore le comportement du harceleur. En primaire, ça peut avoir un effet encore, mais au collège, c'est pas très efficace en général. Qu'est-ce qu'on retrouve encore classiquement comme réaction ? C'est aller voir le harceleur. Alors bon, ça peut fonctionner à la rigueur à l'école maternelle où un petit enfant va être très impressionné par un adulte qui va venir lui dire mais si tu continues à embêter ma fille ou mon fils, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais déjà en fin de primaire et au collège, ça fonctionne évidemment pas parce que le harceleur, ça va lui envoyer quel message, hein, si le parent va le trouver, ça vient lui dire mon fils ou ma fille est en incapacité totale de se défendre tout seul et tu pourras donc continuer tranquillement à le harceler dès que j'aurai le dos tourné. Donc il faut essayer d'éviter ça, même si on en a très envie. Une autre stratégie qu'il faut, à mon sens, éviter, c'est aller voir les parents du harceleur, parce que là, on risque de créer un conflit en parallèle du conflit existant et on n'aura rien résolu. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que les parents des harceleurs ne consultent quasiment jamais. Moi, pour vous dire, ça fait 10 ans que j'exerce. J'ai vu des dizaines d'enfants harcelés. Je n'ai jamais vu aucun parent de harceleur. Il y a aussi un centre dédié au harcèlement scolaire qui est basé en banlieue lyonnaise, qui est animé par la psychopraticienne Emmanuelle Piquet, qui reçoit plus de 500 enfants harcelés par an. Et donc, ça fait 10 ans aussi que ce centre existe. Dans à peu près 5000 enfants, une seule fois, ils ont reçu des parents de harceleurs.
Donc ça pose quand même sérieusement question. Est-ce que ça peut être aussi des fois des modèles familiaux? Je sais pas si on peut parler de modèles familiaux, mais on peut se questionner sur ce qui se passe dans ces familles-là, hein, comment on aborde l'éducation de l'enfant, comment on considère l'enfant dans ces familles-là. Enfin. On en revient aussi à la faille potentielle du harceleur. Tout à fait. Le dernier élément qui me semble pas toujours très pertinent, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait de changer d'école. Pourquoi ? Parce que qui de plus vulnérable qu'un enfant qui arriverait en milieu d'année ou même en début d'année dans une nouvelle école où il connaît personne et qui va immanquablement être isolé et donc vulnérable à ce moment-là en tout cas. Et si en plus on lui a pas appris de stratégie de défense entre le changement d'établissement, de toute façon ça fera de nouveau une proie facile pour les harceleurs. Donc ça risque de se répéter et d'avoir des conséquences encore bien plus graves pour lui puisque la répétition faisant, ça va encore aggraver. Donc à mon sens, il faut essayer d'éviter toutes ces choses-là. Alors globalement, si un adulte intervient, en tout cas à la place de l'enfant, alors, en plus pour ça, en milieu scolaire, il faut évidemment des preuves pour qu'un chef d'établissement puisse intervenir et sanctionner. Et ça, c'est souvent problématique de réunir ce genre de preuves. Parce qu'ils sont quand même malins, les harceleurs, ils vont pas non plus laisser trop de traces, en tout cas essayer. Alors même si ça marche, parce que ça peut parfois marcher, mais souvent ça a tendance à cristalliser, voire à aggraver la situation. Et surtout, ça envoie deux messages implicites. Alors, je vais reprendre ce que dit Emmanuelle Piquet, donc qui est une représentante en France de l'école de Palo Alto aux États-Unis, donc qui travaille sur ces questions, entre autres choses. Alors, le premier message que ça envoie, c'est un message à l'enfant harcelé. Alors, même si ça a fonctionné, même si on a réussi à mettre un terme au harcèlement, ça envoie quel message ? Ça vient lui dire « tu es vraiment nul relationnellement, tu es faible, tu es incapable de te débrouiller tout seul. La preuve, j'ai été obligé, moi, adulte, d'intervenir pour te défendre. » Et ça va venir cristalliser une angoisse chez l'enfant parce qu'il va se dire si de nouveau je suis harcelé, je ne saurais pas me défendre. Il faudra que je fasse appel à un adulte pour me défendre. Et ça, c'est extrêmement angoissant pour un enfant. Alors, non seulement ça, mais ça va impacter, ça risque en tout cas très fortement d'impacter toute sa vie adulte. Parce que c'est quelqu'un qui pourra pas vivre sereinement, qui au moindre conflit va se dire mais je suis désemparé, comment je vais faire ? Il faut que je fasse appel à quelqu'un pour me défendre. Donc on voit que ça a des conséquences bien au-delà de la simple période collège, lycée. Ça peut vraiment impacter toute une vie, suivant la gravité. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une part du parent de protéger son enfant, sans parler de surprotection en fait, mais voilà. Bien sûr, on peut. De toute façon, il va falloir accompagner. Il va falloir accompagner l'enfant, mais parfois, certains parents sont un peu démunis en termes de stratégie. En plus, ils sont débordés par leurs affects en général, et ils n'arrivent pas toujours à élaborer une stratégie appropriée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire appel à un tiers. Alors ça peut être une infirmière scolaire, ça peut être un CPE qui est formé à ces méthodes, ça peut être un psychologue, ça peut être plein de gens. Mais l'idéal, c'est peut-être pas de rester isolé face à ces questions. D'avoir quelqu'un qui est justement un peu hors de l'affect. Voilà, tout à fait, qui est plus distant, qui a plus de neutralité. Et alors, le deuxième message implicite que ça envoie cette fois au harceleur, c'est que ça vient lui dire, si un adulte intervient à la place de l'enfant, tu as vraiment trouvé la cible idéale qui est totalement incapable de se défendre, et donc tu pourras continuer à la harceler quand on sera plus là. Et en plus de ça, ça va augmenter considérablement la popularité du harceleur, parce qu'à l'adolescence, vous savez bien que l'adolescent, il est un petit peu rebelle par essence. Donc, quand un harceleur réussit à réunir toute une équipe éducative autour de lui à travers des conseils de discipline, des mesures d'exclusion, etc., ça risque d'agir comme un renforcement positif. C'est-à-dire que voilà, ça va être le caïd de l'école, et puis il va s'en trouver renforcé dans ses tentatives, et ça va perdurer. Donc, c'est problématique pour ces deux raisons-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution alternative? Alors, je vais vous parler d'une solution qui a été élaborée encore une fois par l'école de Palo Alto aux États-Unis et donc par une de ses représentantes en France, Emmanuelle Piquet. C'est une méthode qui, selon les études, qui offre 85% de réussite dans les traitements des situations de harcèlement. Donc c'est quand même intéressant. Et puis, sachant que les 15% d'échecs, on peut toujours y remédier en retravaillant avec l'enfant sur une nouvelle stratégie, en l'entraînant davantage. Donc c'est pas quelque chose de définitif. Alors, cette méthode, elle consiste en quoi ? Elle consiste à mettre l'enfant harcelé au centre de la stratégie de défense, si je puis dire. C'est-à-dire, ça va être l'acteur principal du changement. Contrairement à la politique actuelle qui finalement met l'accent sur le harceleur à travers les sanctions, à travers tout ça, les tentatives de moralisation. Donc là, on va vraiment se concentrer sur l'enfant qui est harcelé et on va l'aider à construire ce qu'on appelle des flèches verbales. Donc les flèches verbales, c'est quoi ? C'est des flèches de résistance, de défense, des flèches d'arrêt.
qui sont construites sur mesure en fonction de la situation qui est vécue. On va bientôt, bien sûr, analyser en détail au préalable avec l'enfant. Mais c'est des flèches que l'enfant va lancer tout seul, une fois qu'on l'aura entraîné. Alors l'entraînement, ça peut se faire devant un miroir, ça peut se faire avec un adulte, un grand frère, un copain. Donc ça demande souvent quand même un certain entraînement pour que ça soit naturel. Alors ces flèches, elles visent à faire quoi? Elles visent à éliminer la base sur laquelle repose le harcèlement et à faire perdre de ce fait tout intérêt à l'agresseur et aussi à lui faire perdre sa popularité. Alors, il ne s'agit pas, à travers ces flèches verbales, ni de l'insulter, ni de le blesser, ni de se venger, mais il s'agit simplement de le déstabiliser et de finalement démasquer son intention, qui parfois peut être inconsciente d'ailleurs. Donc, le simple fait de le démasquer, ça va faire tomber ce qu'on appelle le symptôme de harcèlement. Alors, je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Moi, il y a quelques années, j'ai reçu une jeune fille qui était en CM2 et qui angoissait beaucoup à l'idée d'entrer en 6e parce qu'elle était en surpoids assez important. Et puis, elle me disait, mais je pense que je vais me faire embêter parce qu'on va me traiter de grosse et puis je sais pas comment gérer ça me fait peur. Alors, je lui ai proposé de manière préventive, parce qu'on peut aussi parfois réfléchir de manière préventive, même si on est sur la plupart du temps quand même dans le traitement d'un harcèlement déjà existant. Et alors je lui dis, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on établisse ensemble une réaction verbale de ta part. Si jamais ça arrive, si jamais on vient te traiter de grosse, alors tu pourrais dire la chose suivante. Pardonnez ma vulgarité, mais évidemment, il faut adapter au langage adolescent. Alors je dis, si ça arrive, tu pourras dire à la personne qui te traite de grosse, si vraiment je continue à bouffer comme je le fais, je vais avoir un tellement gros cul qu'il va me falloir 2 chaises pour m'asseoir en classe, ça va être embêtant parce qu'on a déjà pas de place. Donc il faut vraiment que je me mette au régime. Je te remercie beaucoup de m'y avoir fait penser. Il faut être créatif pour être psychologue. Ouais, il faut être vachement créatif. Et alors, effectivement, passé ça, ce qu'elle avait. Et elle a redouté. osé le dire. Oui, parce qu'on l'avait entraînée. Elle s'était entraînée elle-même, elle s'était entraînée avec des copains, elle s'était entraînée avec moi. Donc, elle a été en capacité de dire cette chose-là, et puis ça a fonctionné. Il y a pas d'harcèlement qui s'est mis en place parce que d'emblée, elle avait réussi à répondre et à montrer qu'elle savait se défendre. Faut me donner ses coordonnées, ça va devenir une super animatrice radio, ça. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, un autre exemple concernant le cyberharcèlement, ce qu'on pourrait imaginer, parce que par exemple, un adolescent qui serait poussé à se suicider via les réseaux sociaux, ça c'est ce qu'on voit quand même assez fréquemment. Il recevrait des messages qui lui diraient mais t'es vraiment nul, t'as plus qu'à te suicider, enfin ce genre de choses à répétition. Donc au lieu de ne pas répondre ou de répondre de manière agressive ou de montrer sa détresse, on pourrait tout à fait imaginer qu'il puisse écrire le message suivant. Bon, écoutez, je vous propose un sondage sur la méthode que je vais utiliser. Alors, je vais me jeter sous le train. 2, je vais m'ouvrir les veines. 3, je vais prendre des médicaments, etc., etc. Donc, en attendant vos réponses, je vais commencer à rédiger ma lettre d'adieu. Et puis, évidemment, je vais citer vos noms dans ma lettre d'adieu. Voyez ? Faut être sacrément cynique pour savoir répondre à ça. Mais ça marche. Mais ça marche, vraiment. Ça demande quand même une analyse préalable assez importante pour ne pas vraiment appuyer sur l'endroit sur lequel les harceleurs se basent pour déconstruire complètement et qu'il n'y ait plus de prise. C'est ça l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de prise. C'est une pirouette, quoi. Voilà, c'est une pirouette. Donc vous voyez que l'humour et l'autodérision sont effectivement très efficaces dans ces flèches verbales. Et très souvent même, les enfants n'ont même pas besoin de lancer cette flèche. Pourquoi ? Parce que une fois qu'ils se sentent armés et en capacité de répondre, leur posture change et c'est perçu implicitement par le harceleur. Et il se dit, oulala, là je vais peut-être arrêter parce qu'il va m'arriver quelque chose. Ça c'est quelque chose qui fonctionne des fois sans avoir à faire. Et l'enfant, souvent quand il arrive à faire ça, évidemment, il en retire une très grande fierté. Son estime de lui-même est reboostée. Et puis on peut travailler dans un second temps parce que ça, évidemment, c'est un premier temps de résolution du harcèlement, mais dans un second temps, il va falloir travailler plus sur les causes de la vulnérabilité initiale pour justement pérenniser sa capacité à se défendre. Donc voilà, ce qui est important vraiment, c'est d'arrêter de regarder les enfants harcelés simplement comme des victimes. C'est des enfants qui ont des ressources et il faut vraiment les aider à les mobiliser. Donc voilà ce que je voulais dire, et je voulais quand même donner une référence de livre qui me semble très importante et très très intéressante à lire pour tous les parents, pas seulement les enfants d'enfants harcelés, les parents d'enfants harcelés. Donc c'est un livre qui s'appelle Le harcèlement scolaire, et donc c'est écrit par Emmanuel Piquet, comme un piquet. Donc je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage. Vous trouverez le titre de ce livre sur le descriptif du podcast. On le mettra. D'accord, très bien. Moi, je trouve ça vraiment génial, ce concept des flèches verbales. J'avais jamais entendu parler de ça. Ça demande vraiment un vrai partenariat avec le jeune harcelé. Tout à fait. Et du coup, vers qui nous tourner en fait quand on a envie d'équiper notre enfant ou un jeune qu'on voit harceler?
pour qu'il puisse avoir ses flèches verbales. Alors parfois les parents sont en capacité de construire ces flèches avec lui, pourquoi pas. Donc pourquoi pas si certains parents veulent essayer. Par contre, s'ils se sentent un petit peu pas trop sûrs d'eux, on peut consulter quelqu'un qui sera en capacité de les aider. Oui, d'accord. Merci beaucoup Delphine Cochant. Je rappelle que vous êtes psychologue à Audincourt. Bettina, tu es co-animatrice ici pour cette émission, mais tu n'es pas que ça. Tu es aussi en préparation d'un podcast sur le harcèlement. Sur le harcèlement ou plutôt sur la honte. Donc le titre du podcast que je suis en préparation, ce sera la honte en PLS. Donc en PLS, c'est la position latérale de sécurité. Voilà, quand on est en gros KO, dead, presque foutu. C'est une expression d'ado, on peut. C'est une expression d'ado, voilà. Purée, en PLS, voilà. Donc là, en fait, souvent quand on a honte, on est nous-mêmes en fait complètement en KO, on perd nos moyens. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir mettre la honte en PLS. Voilà, de donner un espace de parole sur un sujet qui fait qu'on vit dans la honte. Il y a beaucoup de sujets en fait qui font qu'on peut vivre dans la honte, mais cette première série ce serait sur le harcèlement parce que c'est tellement c'est tellement présent. Du coup, l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui soit a vécu du harcèlement ou qui a harcelé. Bon, on verra s'il y a quelqu'un qui voudra témoigner. Ou alors quelqu'un qui a été témoin de harcèlement et qui a peut-être pas osé le dire et qui vit dans la honte à cause de ça. Donc voilà, un petit entretien et ensuite ce sera terminé par une dédicace artistique en fait. Donc soit je dédicacerai soit une chanson ou du slam, quelque chose qui sera vraiment approprié par rapport à la personne qui a partagé son histoire. Donc c'est aussi un petit appel à témoins. Si vous entendez ce message et que vous avez envie de partager votre histoire concernant le harcèlement, simplement contactez Radio Oméga via Internet. contact@radioomega.fr avec 2 O d'affilée, faut pas se tromper. Merci beaucoup Bettina. Avec plaisir. Michael Fournier, capitaine de police, à vous la parole pour la fin en nous expliquant ce qui concerne votre partie, c'est-à-dire une fois que le harcèlement est constaté, qu'est-ce qu'il faut faire, soit parce qu'on en est témoin, soit parce que nous-mêmes on vit quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc en fait, une fois que le harcèlement est diagnostiqué, on a parlé tout à l'heure d'alerte. Alors qui pourra alerter les services de police? Donc ça peut être, on l'a vu, l'éducation nationale si on est dans le milieu scolaire. Ça peut être la famille, les parents, un frère, une sœur, et ça peut aussi être des amis. Donc comment ils peuvent le faire? Donc si on est sur une situation assez critique où il y a vraiment un risque prédominant, ils pourront faire appel au 17 police secours, ce qui déclenchera une intervention d'un équipage. Ils pourront envoyer un SMS au 114 ou saisir des plateformes de signalement. Alors, on en a plusieurs. On a notamment la plateforme, c'est www.signalement-violence-sexuelle-sexiste.gouv.fr. Donc c'est on le mettra sur le podcast aussi. Voilà. Donc de là, nous on est saisi, c'est sous forme de chat en fait. Donc la personne, la victime ou la personne qui signalera le harcèlement sera en contact via un chat avec une personne. Des questions seront posées, ils peuvent garder l'anonymat, avancer ensemble. La personne qui répond au chat, c'est quelqu'un de formé, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, c'est personnel formé. Et ensuite, nous, police ou gendarmerie, on sera saisi de l'affaire. Une autre plateforme qui existe, c'est la plateforme Pharos. Donc ça, c'est pour les signalements des contenus illicites sur Internet. Donc là, c'est plus dédié au cyberharcèlement. Donc c'est pareil, c'est toujours sous forme de chat. Et aussi, donc ça englobe un peu plus de choses, pas que signalement du harcèlement, mais on peut aussi passer par là. C'est nouveau, c'est moncommissariat.fr. Donc voilà. Donc de là, les services de police seront saisis. Ou sinon, une autre manière de se manifester à la police, c'est tout simplement de se présenter au commissariat. Pas évident. Pas évident. Donc, des choses sont mises en place à ce niveau-là, au niveau police. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle le TAC, c'est le tableau d'accueil confidentialité. Donc, la personne, quand elle arrivera au commissariat, elle verra une forme d'affichage, en fait, à l'extérieur, qui, c'est sous forme de code couleur, en fait. Si c'est quelque chose de bleu, le code bleu, donc ça, c'est quelque chose où la victime souhaitera aborder sans qu'il y ait une confidentialité particulière. En revanche, quand elle se présente à l'accueil, donc elle est reçue par un fonctionnaire,
Si elle montre, il y aura un rond orange à l'accueil. Si elle montre le rond orange avec sa main, où elle le désigne, là, nous, on comprendra que c'est quelque chose où la victime souhaite vraiment que ce soit confidentiel. Et de là, on aura un accueil, une prise en charge dédiée. Ça veut dire, vous en parlez au futur, ça veut dire que c'est pas encore en place? Si, c'est déjà en place. D'accord. Notamment dans tout ce qui est violence conjugale, mais ça, on peut dériver aussi, l'adapter au harcèlement. En fait, l'idée, c'est respecter la confidentialité, tout simplement. Plutôt, on l'a vu à plusieurs reprises que personne n'ose en parler, que c'est compliqué. Si la démarche est lancée, à nous aussi de l'accompagner dans sa démarche, et puis pas tout bêtement à l'entrée du commissariat dire vous êtes là pourquoi, tout fort, voilà. Donc on a ce système qui est mis en place. C'est signalé comment? Au départ, il y a une explication. À l'extérieur du commissariat, il y a déjà une explication, et après, quand la personne arrive au contact du personnel qui est à l'accueil, là, elle verra en place les 2 codes couleurs. Et c'est concernant tout sujet, en fait, ça. C'est ça, ouais. Donc le bleu, nécessite pas forcément de confidentialité, puis orange, on peut l'adapter. Voilà, c'est vraiment le tableau d'accueil confidentialité. Donc on peut décliner pour d'autres sujets, quoi. Donc après, l'idée, ce sera d'entendre la victime. Donc pour ça, on laissera la victime s'exprimer librement. Et de là, on essaiera de dégager les éléments constitutifs dont on a parlé tout à l'heure. Donc au sujet des agissements répétés, donc ça peut être des actes, des propos vexatoires, des menaces, des propos injurieux, des bousculades. On peut arriver aussi sur les SMS, les vidéos, les mails malveillants. Donc voilà. Et ce qu'on demandera à la victime, c'est de nous fournir, par exemple, des captures d'écran pour des SMS ou des vidéos. C'est quelque chose de récurrent et que... Voilà. Mais de toute façon, c'est la clé. Hein. Pour nous, au niveau police, comme je disais tout à l'heure, ce qui est déterminant, il faut que ce soit des agissements répétés. C'est ça qui conditionnera, c'est notre définition à nous. Tout à l'heure, madame a donné une définition qui était différente. Nous, la définition, c'est plus juridique. Il faut que ce soit des agissements répétés. Si c'est juste une fois, ce sera pas considéré comme du harcèlement. En revanche, ça peut être une boulette, 2 boulettes, 1 jour, 2 jours, 3 jours, seul, commis par un auteur, commis par pluralité d'auteurs. Donc là, ce sera aussi une circonstance aggravante. Mais donc ça, c'est tout ce qui permettra on va déterminer comment ça s'est passé. La victime, faut pas qu'elle hésite à prendre des notes. Jour 1, il s'est passé ça à l'école. Jour 2, il s'est passé de nouveau ça avec un tel ou un tel, à telle heure, dans telle circonstance. Ça, elle peut venir avec une prise de notes aussi. Ça peut être intéressant. Et sinon, on peut recueillir le témoignage des camarades de classe ou de la famille. Est-ce que c'est plus grave quand on va voir la police? Est-ce que il faut que ce soit des éléments plus importants? Non, c'est juste que pour que nous, on puisse qualifier l'infraction, déterminer l'infraction de harcèlement, il faut que ça réponde à certains critères. Et les critères, c'est de sortir ces éléments, des agissements répétés, au préjudice de la victime, ayant pour conséquence les dégradations des conditions de vie. Et en ça, justement, c'est important d'en parler, la victime pourra présenter un certificat médical, donc mentionnant des jours d'ITT. Et ça, si on a plus de 8 jours d'ITT, ce sera aussi une circonstance aggravante. Donc, ITT, c'est interruption temporaire de travail. Hors travail, vous allez me dire, pour un jeune, il travaille pas. Mais en fait, c'est le vocabulaire juridique, c'est comme ça. Donc, la victime pourra aller voir son médecin et qui délivrera un certificat médical mentionnant X jours d'ITT parce que, ne mange plus ou autre. Ça, nous, on n'est pas, le motif nous importe peu. Mais le médecin justifiera son nombre d'ITT mentionné par l'impact que le harcèlement aura pu avoir sur la santé physique ou morale de la victime. Tout à l'heure, on disait qu'un mineur pouvait déposer plainte seul, et je voulais insister aussi sur le fait qu'il peut déposer plainte n'importe où. Montbéliard, Héricourt, c'est secteur police. Si la victime est au collège à Audincourt, elle habite en secteur gendarmerie, elle peut aller déposer plainte là-bas. C'est ce qui s'appelle le guichet unique. Voilà, on peut déposer plainte à Marseille, à Lille, même si on habite Montbéliard. Tous les services de police et de gendarmerie ont obligation de prendre une plainte. Donc ça, on la prendra, c'est obligatoire. Donc ça peut être une solution, je sais pas, quelqu'un qui en parle pendant les vacances, on est chez papy mamie,
à savoir que la procédure reviendra évidemment ici. Et on a 6 ans pour ça. C'est important de le savoir. Si la personne, la victime, ne souhaite pas déposer plainte et que ça mûrit, et puis 5 ans après, 6 ans après, jusqu'à 6 ans après, elle s'est dit finalement je vais pas laisser passer parce que voilà, il y a eu un impact conséquent sur ma vie. Peut-être que voilà, elle peut avoir vraiment des difficultés pour manger ou autre. Elle a 6 ans pour mûrir et souhaiter déposer plainte. Ou pour protéger d'autres même Ouais, qui pourraient croiser la route du harceleur. Aussi, ouais. Donc après, on l'a vu, les circonstances aggravantes, donc ITT depuis 8 jours, si c'est un mineur de 15 ans aussi, victime de harcèlement, ça on est sur une circonstance aggravante. On l'a vu aussi le cyberharcèlement, utilisation de services de communication numérique ou électronique. On a parlé de vulnérabilité aussi tout à l'heure. Donc ça peut être la victime qui présente pas de signes de vulnérabilité extérieure. Donc ça, nous, ça rentrera pas en compte. Par contre, une personne qui est handicapée, ou en raison de son ethnie ou quelque chose comme ça, de ses origines, de sa sexualité, ça, ce sera des circonstances aggravantes. Donc tout ce qui est discrimination aussi, il faut savoir que toute la police, tous les fonctionnaires de police sont formés pour prendre en compte les victimes de discrimination. Voilà, il y a vraiment des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Donc il faut aussi que ces victimes-là se disent je vais y aller, comment ça va se passer? Non, le personnel est formé. Encore une fois, on respectera la confidentialité. Donc, faut vraiment que la victime il n'hésite pas à venir au contact de la police. C'est important. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'outrage sexiste, ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Donc c'est basiquement une jeune fille qui va se faire siffler dans la rue ou quelqu'un qui va se montrer insistant pour décrocher le numéro de téléphone. Donc ça maintenant c'est quelque chose où l'auteur pourra être poursuivi. Alors ça c'est pas répété forcément? Non. Voilà, après si la personne se montre insistante, c'est forcément que ça va être répété. Après siffler, voilà, je pense qu'une personne qui se fait siffler une fois dans la rue, elle va peut-être pas soulever forcément le problème, mais après, si ça commence à durer, si à chaque fois qu'elle passe ici, il y a le même groupe d'individus qui est réuni, puis elle y a droit à chaque fois, elle pourra se manifester. Donc, à la différence du harcèlement moral, dont on a pu parler tout à l'heure, ou cyberharcèlement, qui sont des délits punis d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Pour le harcèlement moral, c'est 1 an et 15 000 € d'amende, je crois. Là, pour l'outrage sexiste, le harcèlement de rue, on sera sur une contravention. Donc la personne n'a juste à faire un appel 17. Voilà, elle nous attend au coin de la rue un peu plus loin. Elle dit les individus là, ils m'ont importuné de telle manière. Nous, on procédera au contrôle et on verbalisera une amende de 90 € en fait. C'est immédiat. C'est immédiat, ouais. Après les circonstances, voilà, c'est vrai que moi aussi je suis papa de 3 enfants. Le harcèlement avant, à notre époque scolaire, le harcèlement scolaire, ça s'arrêtait à 16h30 aux portes de l'école. Et maintenant, la problématique des téléphones, ça se poursuit jusqu'à des heures assez tardives et il n'y a pas de limite, quoi. On parlait aussi des photos. L'exemple, la vidéo était très très parlante, où le jean qui est déchiré. Donc après, le droit prévoit qu'on puisse demander aux hébergeurs de retirer les photos. C'est prévu, mais c'est très très compliqué, c'est très très long. D'où l'intérêt d'inviter les victimes à réfléchir avant. Notamment, moi je le vois parce que toutes les plaintes passent par mon service. Je vois bon nombre de plaintes où des jeunes femmes vont se prendre en photo en petite tenue, ou enfin des jeunes filles même. Et une fois que c'est diffusé, là c'est perdu. C'est perdu et c'est tragique parce qu'après ça fait le tour de la classe, ça fait le tour de l'école, ça fait le tour de la ville. Dans le bus, on va croiser quelqu'un. Regarde, c'est l'autre qui était sur la photo. Donc, franchement, j'invite vraiment les victimes à réfléchir avant. Parce que nous, on n'aura pas les moyens de faire retirer les photos suffisamment rapidement. Puis après, si c'est capté, que c'est enregistré, on n'aura pas accès. Voilà. Merci beaucoup, Michael Fournier. Je rappelle que vous êtes capitaine de police à Montbéliard. Alors, on a senti dans vos interventions mutuelles quelque chose de presque opposé. Mais finalement, vous proposez tous les deux des outils pour des situations peut-être parfois différentes. Delphine Cauchant, une petite dernière réaction et peut-être conclusion de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ouais, alors même si l'approche dont j'ai parlé effectivement évite au maximum de faire appel à l'intervention des adultes, je pense qu'il y a des cas où il faut vraiment effectivement aller déposer plainte, notamment dans les cas de harcèlement grave où l'intégrité physique du harcelé peut potentiellement être menacée. Donc ça me paraît vraiment indispensable dans ces cas-là en tout cas, et peut-être dans d'autres, mais c'est vraiment c'est du cas par cas. On peut pas dire des choses de manière globale comme ça, mais il faut voir au cas par cas. Et en conclusion,
Ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que la prévention la plus efficace contre le harcèlement, ça restera toujours l'éducation parentale. Donc comment on évite de fabriquer un harceleur, je l'ai un peu dit, en lui mettant des limites, en lui mettant des interdits, en évitant de le laisser dans une posture de toute puissance sur la base de laquelle il va pouvoir harceler les gens. Et également de développer chez l'enfant l'empathie, la compassion. C'est pas des choses qui sont innées, c'est des choses qui s'apprennent. Donc il faut vraiment faire réfléchir les enfants sur ces questions-là, apprendre à respecter l'autre, apprendre à ne pas porter atteinte à cette personne ni à ses biens, sous peine de quoi l'enfant doit être puni si ça se passe. C'est comme ça aussi qu'on éduque un enfant, qu'on l'humanise. Et aussi limiter quand même le temps passé sur les écrans. Pourquoi ? Parce que les écrans, ça déshumanise. On n'est pas en face de l'autre, donc ça pèse. Il n'y a pas d'autre en face de soi. Ça permet pas de développer l'empathie. Ça permet pas de développer toutes les qualités qui sont inhérentes à une relation humaine. Donc il faut vraiment baliser ces choses-là. Et puis pour juste rappeler comment éviter de fabriquer un futur harcelé, éviter la surprotection pour ne pas angoisser, favoriser l'autonomie autant que faire se peut. Et puis éviter aussi la pression sociale, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont envie que leur enfant soit populaire entre guillemets, donc ils sont pas contents s'il n'est pas invité à beaucoup d'anniversaires, s'il n'y a pas beaucoup de copains, ça les inquiète. Et ils mettent une sorte de pression comme ça, pas toujours très explicite sur leur enfant, mais qui peut lui donner un sentiment d'inaptitude s'il n'y arrive pas, et puis surtout qui peut le conduire à accepter l'inacceptable si pour faire partie d'un groupe. Et ça, en général, ça fait le lit du harcèlement. Donc dans tous les cas, il faut vraiment apprendre aux enfants à se faire respecter, à se défendre, à la fois verbalement et physiquement, s'ils sont attaqués physiquement. Je suis désolée, mais voilà, on n'attaque pas les autres, mais si on est attaqué, on se défend. On arrive à la conclusion. Ouais, alors j'aimerais inviter, si Céline, Luna et Mathilde veulent venir, un petit coup nous donner votre impression à la fin de cette émission. Pendant ce temps, Mickaël je vous laisse juste réagir. En fait, on n'est pas opposé, je pense, avec le médical, les psychologues. On en a clairement besoin d'eux aussi. Et c'est deux accompagnements différents. Après, c'est un choix de pousser jusqu'à la présentation de l'auteur de la justice, ou alors le traiter juste avec un psychologue. Mais les deux sont compatibles. Nous, on a besoin des psychologues, parce que même si on traite le volet judiciaire, on orientera aussi les victimes vers des psychologues. Alors, qui a envie de commencer? Simplement quelques phrases, ou voilà, je sais pas s'il y a une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué, ou un ressenti sur cette émission. Moi, je trouvais ça intéressant qu'on en parle vraiment avec, du coup, tout le personnel qu'il faut, qui est la police, ou qu'on aborde tous les sujets, en fait, au final, qu'il n'y ait plus vraiment de questions sur ça. Parce que c'est fait rarement, on en parle, il y a des interventions parfois dans les collèges ou ce genre d'endroits, mais on n'a jamais tout le reste qui va avec ce qui peut se passer ensuite, comment le signaler. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En espérant que ça puisse aider du monde. Merci Luna. Céline. Juste un mot, parce que moi je me rends compte qu'en fait le plus grand drame, c'est l'isolement et le silence qui règne autour de tout ça. Et je crois que si à travers des tables rondes, à travers des informations, des choses qui peuvent passer même dans les écoles, dans les établissements, on peut encourager les jeunes, qu'ils soient victimes de harcèlement, qu'ils soient témoins de harcèlement ou harceleurs, ils puissent oser parler à leurs parents, à des enseignants, à des camarades de classe, qu'il y ait des choses qui puissent démarrer et que le silence puisse vraiment être brisé pour pouvoir sortir de tout ça. Mathilde. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de trucs aussi, comment réagir justement. On avait déjà eu beaucoup d'informations quand on a fait justement la web-série, mais là, on en a eu encore plus. C'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier ? La réaction des adultes, dire oh c'est tu dois te défendre et tout, ou justement ça, les autres trucs où tu dois ignorer, apprendre que ça c'était pas les bonnes manières. C'était vraiment différent de ce qu'on m'avait dit au début. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Le mot de la fin sera donc pour Mathilde. Merci beaucoup. Et puis merci à vous d'avoir suivi ici en public. Et on encourage nos auditeurs aussi, à ceux qui n'ont pas suivi le début. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur radioomega.fr.